C'est l'ouverture de l'édition de ce vendredi sur A12. Voici les titres du journal. La crise du carburant qui persiste en France, le gouvernement poursuit les réquisitions. La Russie devra faire face à de lourdes conséquences en cas de recours au nucléaire en Ukraine. L'avertissement a été donné ce jeudi par l'OTAN. Et l'Iran qui aborde son premier mois de manifestation contre la mort de Mahsa Amini, une centaine de morts sont à dénombrer. La France qui reste paralysée par la crise du carburant, certes des avancées sont constatées au niveau de Esso, ExxonMobil, mais à Total Energy, le dialogue de sourds n'arrange rien entre la direction et les salariés des raffineries. Les réquisitions pour forcer l'approvisionnement des stations-service devraient se poursuivre. La crise du carburant se poursuit en France où plusieurs dépôts sont toujours bloqués par des salariés grévistes des groupes Esso, ExxonMobil et Total Energy, entraînant d'importantes pénuries dans les stations-service. Ce jeudi, le gouvernement a décrété de nouvelles réquisitions de personnel visant un dépôt pétrolier près de Dunkerque dans le nord du pays. Un premier ordre de réquisition avait visé mardi un site en Normandie, une décision contestée en justice par le syndicat CGT qui dénonce une atteinte au droit de grève. Qui souhaite reconduire le mouvement de grève. Sur les dépôts d'ExxonMobil, le conflit semble toutefois s'apaiser. Après l'accord salarial conclu en début de semaine entre deux syndicats et la direction, la grève a été levée ce jeudi à la raffinerie de Fos-sur-Mer. En revanche, chez Total Energy, dirigeants et salariés sont toujours dos à dos après de premières discussions infructueuses sur des hausses de salaire. La grève a été reconduite dans l'après-midi sur l'ensemble des sites de Total touchés par le mouvement. Cette grève, qui dure depuis plus de 2 semaines, impacte directement les automobilistes français, alors qu'environ 30% des stations-service du pays manquent d'un ou de plusieurs carburants. La situation est particulièrement critique en région parisienne et dans les Hauts-de-France, où les altercations dans les files d'attente se multiplient. Par endroits, des agents de sécurité ont été déployés pour faire régner l'ordre. Le président français Emmanuel Macron a dit tabler sur un retour à la normale dans les stations dans le milieu de la semaine prochaine. En Italie, Aboubacar Soumaoro, d'origine ivoirienne, a officiellement pris ses fonctions ce jeudi en tant que député pour la circonscription de Lombardie 1. Cet ancien ouvrier agricole avait été élu lors des législatives du 25 septembre dernier. Voglio bene. Lo faremo per tutti gli schiavizzati, lo faremo per i nostri figli, i giovani, tutti gli italiani e italiane che sono all'estero, che sono dovuti scappare da questo paese, perché non si è dato loro la possibilità di vivere qui. Questo è quello che noi faremo. La ministre de la Défense de l'OTAN finalisait leurs travaux à l'issue de 2 jours d'intenses concertations autour de l'aide à acheminer en Ukraine. Le patron de l'organisation, Jens Stoltenberg, a saisi l'occasion pour mettre Moscou en garde contre les lourdes conséquences qu'aurait le recours au nucléaire face à l'Ukraine. L'OTAN prend au sérieux la menace nucléaire russe, mais les alliés assurent que l'emploi de ces armes par le Kremlin aurait de lourdes conséquences. Voilà le message lancé jeudi par le secrétaire général de l'Alliance à l'issue d'une réunion de 2 jours des ministres de la Défense. Jens Stoltenberg estime que les propos du président russe concernant l'arme atomique sont inconsidérés. Les circonstances dans lesquelles l'OTAN pourrait avoir à utiliser des armes nucléaires sont extrêmement peu probables. La rhétorique nucléaire de la Russie est dangereuse, imprudente, et elle sait que si elle utilise l'arme nucléaire contre l'Ukraine, cela aura de graves conséquences. Et ils savent aussi qu'une guerre nucléaire ne peut être gagnée et ne devrait jamais être menée. Le secrétaire général de l'OTAN ajoute que pour le moment, Moscou ne semble pas préparer son arsenal nucléaire. Dans le même temps, la ministre allemande de la Défense précise que 15 pays, dont la Belgique et le Royaume-Uni, se sont entendus sur des plans pour améliorer le système européen de défense aérienne. Une lettre d'intention a été signée pour organiser des achats communs en faveur du bouclier aérien européen sous la coordination de Berlin. Nous voulons construire un projet commun en matière de défense aérienne au sol et de défense aérienne. En signant le protocole d'accord aujourd'hui,
Nous lançons cette initiative et nous partageons notre responsabilité commune pour la sécurité de notre continent. Le chancelier allemand assurait au mois d'août que son pays comptait investir massivement dans les prochaines années dans des systèmes de défense aérienne, des dispositifs conçus de façon à permettre aux alliés européens de se joindre à cette structure. Dans l'est de l'Ukraine, les troupes de Kiev progressent vers la ville de Kherson sur le front sud. Ni les bombardements intensifs menés ces derniers jours par la Russie, ni la poussée russe en direction de Bakhmout ne semblent entamer le moral des Ukrainiens. Le point dans cet élément. La contre-offensive ukrainienne s'accélère dans le sud du pays, notamment autour de Kherson, l'une des 4 régions récemment annexées illégalement par Moscou. Ce jeudi, le chef russe de l'administration régionale a demandé à la Russie d'organiser l'évacuation des civils alors que les combats pourraient s'intensifier dans les prochains jours. Galvanisée par ses récents succès, l'armée de Kiev espère reprendre la ville de Kherson avant Noël. Nous avons suggéré que tous les habitants de la région de Kherson qui souhaitent se protéger des frappes de missiles puissent se rendre dans d'autres régions. Quelques instants après ce message, Moscou a répondu favorablement à la requête du leader pro-russe. De son côté, la Russie a poursuivi jeudi ses frappes sur plusieurs villes et infrastructures ukrainiennes. La région de Kiev a notamment été touchée par un drone kamikaze de fabrication iranienne. Particulièrement ciblé par les missiles russes, le réseau électrique ukrainien a subi des coupures de courant. Mais les autorités de Kiev assurent que la situation est désormais stabilisée. Depuis le début de la semaine, l'armée russe multiplie les bombardements sur l'Ukraine en représailles à l'explosion qui a endommagé le pont de Crimée. Les zones civiles n'ont pas été épargnées, comme cet immeuble de 5 étages à Mykolaïv, où un enfant de 11 ans a pu être extrait vivant après être resté coincé durant plusieurs heures sous les décombres. La Russie a annoncé jeudi qu'elle organiserait l'évacuation vers son territoire de la population de Kherson, dans le sud de l'Ukraine. Moscou indiquait répondre à une demande des autorités d'occupation locale menacées par les progrès de la contre-offensive des forces ukrainiennes dans la région. Mykolaïv, ville du sud, non loin d'Odessa, porte les stigmates de nouvelles frappes russes. Il y a des victimes, mais aussi des miraculés comme ce garçon de 11 ans qui aura passé 6 heures sous les décombres. Ou encore cette femme de 74 ans. Ça m'a sauvée. J'étais allongée là dans cette chambre et l'explosion m'a projetée en dehors du lit dans le couloir. Je n'ai plus d'appartement maintenant. J'ai appelé un ami et il m'a dit que l'immeuble avait été frappé. Nous sommes immédiatement venus ici. À Kiev, la capitale, les sirènes ont retenti toute la nuit de mercredi à jeudi. Des attaques de drones kamikazes ont touché toute la région, selon son gouverneur. Les Russes pilonnent. En parallèle, l'armée ukrainienne poursuit sa contre-offensive dans le sud, notamment dans la région annexée de Kherson, où les autorités d'occupation russes appellent Moscou à évacuer les civils. Les villes de la région de Kherson sont ciblées quotidiennement par des missiles. Ils touchent des hôtels, des marchés, des immeubles résidentiels où il y a beaucoup de civils. Nous souhaitons donc faciliter leur évacuation vers la Fédération de Russie pour étudier et se reposer. Des frappes ukrainiennes qui auraient aussi touché un immeuble résidentiel de la ville russe de Belgorod, tout près de la frontière avec l'Ukraine. En marge de la conférence pour l'interaction et les mesures de confiance en Asie, les dirigeants turcs et russes échangeaient à Astana au Kazakhstan. Cette rencontre est le prolongement des initiatives de médiation enclenchées par la Turquie depuis le début de l'offensive russe en Ukraine. Visiblement attendu par Vladimir Poutine, le président turc rejoint son homologue russe avant un entretien entre les deux dirigeants. Une poignée de main à l'image de la relation entre Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan, entente qui s'est paradoxalement renforcée depuis le début de la guerre en Ukraine.
Alors que les Occidentaux peinent à négocier avec le président russe, Recep Tayyip Erdogan s'est lui imposé comme le médiateur du conflit. Avec les Nations Unies en juillet, il a notamment aidé à conclure un accord entre Moscou et Kiev pour relancer les exportations ukrainiennes de céréales. Il y a moins d'un mois, le président turc annonçait aussi que 200 prisonniers de guerre avaient été échangés entre Kiev et Moscou. Depuis le début de la guerre en Ukraine, Recep Tayyip Erdogan se targue de mener une politique équilibrée. D'un côté, il offre son soutien moral et militaire à Kiev. De l'autre, il ménage la Russie. Ainsi, la Turquie ne s'est pas jointe aux sanctions occidentales contre Moscou, alors qu'elle est membre de l'OTAN. Il faut dire que le président turc fait face à une situation économique difficile, avec des élections prévues en juin. Il cherche donc à préserver les échanges commerciaux avec Moscou. Devenu incontournable sur le dossier ukrainien, Recep Tayyip Erdogan espère désormais amener les présidents russes et ukrainiens à se rencontrer pour des pourparlers de paix. Le Parlement turc a adopté hier jeudi une loi sur la désinformation prévoyant jusqu'à 3 ans de prison pour la divulgation d'informations fausses ou trompeuses. Outre les radios et les télévisions, le texte vise également les réseaux sociaux. À l'Assemblée nationale turque, l'opposition aura vainement tenté de faire obstacle à la loi. Un député à la tribune est même allé jusqu'à détruire son propre smartphone à coups de marteau pour dénoncer le texte. Mais l'AKP, le parti présidentiel au pouvoir, et son allié nationaliste du MHP, qui sont ensemble majoritaires au Parlement, ont approuvé cette loi et son article 29, très controversé. Désormais en Turquie, celles et ceux qui auront partagé sur les réseaux sociaux ou dans un article en ligne des informations jugées, je cite, contraire à la vérité et de nature, je cite toujours, à semer la peur et troubler l'ordre public par un tribunal risqueront jusqu'à 3 ans de prison. Le texte suscite évidemment de profondes inquiétudes pour la liberté d'expression, pour le journalisme. Il est dénoncé par l'opposition, les pays européens, les défenseurs des droits de la presse, dans un pays où l'indépendance de la justice, les droits de l'opposition et des médias sont régulièrement critiqués. Les autorités turques soutiennent que la loi s'inspire de la nouvelle législation de l'Union européenne sur les services numériques, même si la commission de Venise, consultée par le Conseil de l'Europe sur ces questions, estime qu'à quelques mois des élections, et alors que les sondages ne sont pas particulièrement favorables au président Recep Tayyip Erdogan, ce texte sera utilisé par la justice turque pour réduire au silence celles et ceux qui oseront s'opposer au gouvernement. La contestation se poursuit et s'intensifie en Iran un mois après la mort en garde à vue de Mahsa Amini. Malgré la répression du régime qui a déjà fait plus de 100 morts de sources indépendantes, la colère ne faiblit pas. Retour sur la chronologie des événements. S'il ne devait y en avoir qu'un seul, ce serait lui, le visage de la contestation iranienne, celui de Mahsa Amini, 22 ans. Sa mort le 16 septembre dernier a déclenché un vent de colère inédit dans le pays. 3 jours plus tôt, la jeune femme originaire du Kurdistan est arrêtée à Téhéran. Motif, port de vêtements inappropriés. C'est la police des mœurs qui l'embarque. Son hijab ne couvrait pas assez ses cheveux. La suite est assez floue. Selon les autorités, l'étudiante serait tombée dans le coma à cause d'une santé fragile. Téhéran va même aller jusqu'à diffuser ces images. On y voit une jeune femme présentée comme Mahsa s'écrouler. Est également diffusé les images de son supposé transfert à l'hôpital. C'est là qu'elle décédera. Apparemment, elle avait des antécédents de maladie. Cela est indiqué dans le rapport. À l'âge de 5 ans, elle a subi une opération du cerveau. Mais pour la rue, il ne fait aucun doute, l'étudiante a été battue à mort. La police des mœurs est régulièrement critiquée pour ses interventions violentes à l'égard des femmes. Le lendemain, ses funérailles sont organisées à Sarez, au Kurdistan, dans sa ville natale. C'est dans cette région que naît le mouvement de protestation. 24 heures plus tard, un geste va devenir viral, un geste ô combien risqué. Des femmes retirent leur voile en pleine rue. Elles vont même jusqu'à brûler leur hijab. Ce jour-là, le régime iranien coupe toute connexion à Internet. Mais de nombreuses vidéos sortent quand même du pays. Le mouvement s'intensifie avec les universitaires. Les hommes y voient aussi un momentum à saisir. Regardez dans les rues, ceux qui protestent aux côtés des femmes sont des hommes. À côté de chaque femme, il y a un homme qui se bat et qui a des revendications.
Depuis, plus d'un jour ne passe sans qu'une manifestation soit organisée. Le vent de la colère emporte toutes les villes. Des manifestations qui virent à l'affrontement. Les forces de l'ordre tirent parfois à balles réelles. De nombreux manifestants sont frappés. Au fil des jours, les arrestations se multiplient. Le nombre de morts aussi. Et des manifestations pro-gouvernement sont organisées. Mais rien n'y fait. Les femmes iraniennes continuent de défier la police des mœurs. Un autre geste va marquer les esprits. Elles se filment en train de se couper les cheveux. Première escale dans l'actualité africaine, le Bénin, où le Parlement a adopté une loi ce mardi 11 octobre interdisant le droit à la grève dans les secteurs des transports, des aéroports et des hydrocarbures. La mesure suscite déjà des grognes. 3 nouveaux secteurs interdits au droit de grève au Bénin. L'Assemblée nationale a adopté ce mardi 11 octobre 2022 la nouvelle loi interdisant le droit de grève au secteur du transport, de l'aéroportuaire et des hydrocarbures. Interdire le droit de grève aux travailleurs des secteurs des hydrocarbures, du transport aérien et maritime est grave. C'est une violation des conventions 87 et de la convention 98 de l'OIT. C'est une remise en cause des droits acquis. Il doit pouvoir, le gouvernement du Bénin, que l'OIT a invité à conformer ces lois, notamment le Code du travail, la loi sur la grève, par rapport donc aux interdictions du droit de grève aux paramilitaires et aux agents du secteur de la santé. C'était déjà une violation des conventions. L'application de la loi est sollicitée en raison du contexte sécuritaire de plus en plus exigeant où la défense du territoire national et l'exercice des fonctions régaliennes de l'État commandent que certains secteurs d'activité soient en permanence mobilisés. Pour les ministres de la Justice Séverin Kenoum et de la ministre de la Fonction publique Adidjatou Matisse, il faut pouvoir préserver les organes vitaux de l'économie. Et aujourd'hui, on vient élargir cette violation à d'autres secteurs, au secteur des hydrocarbures, des transports maritimes et aériens. C'est inadmissible, c'est à condamner. Et j'invite les travailleurs du Bénin, de tous les secteurs, à se lever pour dire non à un tel abus. C'est un abus de pouvoir qui ramène notre pays à un siècle passé. Cette autocratie que nous avons connu avec le régime de Mathieu Kérékou qui a été combattu ne peut pas continuer. La CSTB proteste et invite les travailleurs à se mobiliser contre cela et se battre pour la satisfaction de leurs revendications. Cette décision intervient quelques semaines après la grève des contrôleurs aériens du Bénin qui avait paralysé l'aéroport international de Cotonou. Plusieurs députés ont salué l'initiative du gouvernement car selon eux, cette loi vient régler un problème de stabilité et de quiétude au Bénin. La flotte d'Air Sénégal ne desservira plus les destinations d'Afrique centrale. La compagnie aérienne sénégalaise justifie sa décision par les mauvaises performances financières dans le trafic vers cette région qui a fortement baissé. Sur le site de Air Sénégal, une mention « Suspension de vol vers l'Afrique centrale ». Pointe du doigt la faible rentabilité de cette desserte. La compagnie sénégalaise déplore la baisse du service entre Dakar, Cotonou, Libreville et Douala en raison des mauvaises performances financières de cette ligne triangulaire depuis son lancement en mars 2021. L'objectif du gouvernement de renforcer le capital de la compagnie à plus de 456 millions d'euros se voit ralenti. Cette décision est justifiée par les faibles performances financières de cette ligne en triangulaire depuis le lancement en mars 2021. Air Sénégal présente ses excuses aux passagers pour la perturbation occasionnée par cette décision et prévoit leur offrir une alternative pour les voyageurs ayant déjà acheté leur billet. L'ouverture de ces destinations, désormais suspendues, avait été effectuée de façon remarquable par un vol inaugural Dakar-Cotonou, Douala-Libreville. La compagnie desservait le Cameroun et le Gabon par 3 vols hebdomadaires en classe économique et affaires. Elle avait pour ambition de s'installer durablement et diversifier ses vols vers d'autres destinations sous-régionales, Bangui, Malabo, Brazzaville, N'Djamena. Avec cette suspension, Air Sénégal va désormais desservir avec une flotte de 9 avions 15 destinations reparties dans 11 pays.
Cette mesure peut ne pas être vue de bon œil par le grand public, mais on peut comprendre la position de M. Alioune Badara Fall, le directeur général, qui, depuis sa prise de fonction en juillet dernier, se positionne comme un cost killer, comme un tueur de coûts. Il a en effet décidé de revoir les orientations stratégiques de la compagnie aérienne, qui, il faut le dire, connaît pas mal de difficultés financières, mais également techniques. Fin janvier 2023, la compagnie aérienne compte élargir le spectre de la suspension de ses vols. Le pavillon sénégalais va aussi se retirer de Baltimore-Washington, se contentant de desservir l'aéroport JFK de New York. D'après certaines presses spécialisées, aucun communiqué ne l'annonce encore, mais les distributeurs de billets indiquent ne plus prendre de réservations au-delà de cette date. Le chef du gouvernement ivoirien Patrick Haché était ce jeudi au Brookings Institute de Washington dans le cadre d'une visite de prospection pour l'économie ivoirienne. Lors de ces échanges avec les responsables de l'Institut, le Premier ministre ivoirien s'est enquis des tendances actuelles de l'économie mondiale et des perspectives pour son pays. Après 2 années d'accalmie, la capitale américaine Washington retrouve ses couleurs de ville mondiale de l'économie avec les assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international FMI. Ce jeudi matin, il pleut sur Washington, mais la météo économique semble réconfortante pour la Côte d'Ivoire. Ce dont il s'agit, c'est un peu l'environnement mondial que nous jugeons un peu critique, parsemé vraiment de beaucoup d'incertitudes. Mais dans ce contexte, nous pensons que la Côte d'Ivoire se débrouille assez bien parmi les meilleurs pays à forte croissance. Alors donc, il y a de quoi féliciter le gouvernement, féliciter la Côte d'Ivoire, mais surtout, il faut penser à comment consolider cet acquis. C'est donc à dessein que le Premier ministre et sa délégation ont frappé à la porte du Brookings Institute ce jeudi matin, seulement quelques heures après leur arrivée. Nous visitons régulièrement cette institution pour savoir sur le moment quelles sont les grandes tendances de l'actualité du monde, aussi bien au niveau économique, technique, politique, stratégique, mais également surtout quelle est leur vision sur ce que le monde deviendra au cours des mois et des années à venir. Et au moment où nous arrivons à Washington et où nous allons avoir des discussions extrêmement importantes avec les hauts responsables des institutions partenaires au développement qui sont ici, il était important que nous venions pour savoir quel était l'état de la situation vu par une institution indépendante. Nous venons d'avoir un entretien extrêmement enrichissant qui nous a donné des pistes, je dirais, de réflexion, mais également des réponses à des questions que nous avions. Ayant pris le pouls de la situation économique mondiale, la délégation ivoirienne peut alors dérouler son programme fait de participation aux assises et de rencontres de haut niveau avec les institutions de Bretton Woods. C'est donc terminé pour l'édition de ce vendredi. Rendez-vous demain pour la grande édition de l'information sur A12. D'ici là, portez-vous bien et restez branchés sur les programmes de la chaîne des valeurs d'ici et d'ailleurs. Au revoir.